Lorsqu'on va parler des troubles 10, finalement, c'est de ça dont on va parler. On va parler de perception, on va parler de traitement de l'information et du résultat qui est donné. Finalement, qu'est-ce qu'un trouble 10 ? Alors, ce sont des troubles des apprentissages qui sont liés à des troubles cognitifs spécifiques. On va y revenir de manière un peu plus approfondie tout à l'heure. Ça touche différentes tâches, donc soit des apprentissages que l'on appelle précoces, qui sont généralement les apprentissages de la petite enfance, qui relèvent de l'inné, donc c'est le langage, le geste, mais aussi après les apprentissages scolaires, qui relèvent de la lecture, du calcul, etc. Ce sont des troubles qui sont innés. C'est-à-dire, en gros, on a un trouble 10 dès la naissance, alors sauf en cas de lésion liée à un accident particulier. Néanmoins, dans la majorité des cas, ce sont des troubles qui sont innés, que l'on a dès la naissance. L'autre caractéristique, c'est que ce sont des troubles qui sont, on appelle, durables. C'est-à-dire qu'ils perdurent dans le temps. On n'est pas 10 lorsqu'on est enfant, et puis on ne l'est plus lorsqu'on est adulte. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des troubles qui sont durables. Et ils ont un impact sur la vie sociale, sur l'école, sur le travail et sur beaucoup d'autres champs. Pareil, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup on parle de 6 à 8% de troubles 10 au sein de la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce 6 à 8% ? C'est un chiffre qui n'est pas... qui n'est pas stabilisé. Dans le sens, alors c'est un chiffre qui est donné par l'INSERM. C'est un chiffre qui varie un petit peu en fonction des sources. Aujourd'hui, on est en incapacité de chiffrer avec certitude le nombre de personnes qui sont atteintes des troubles 10. Pourquoi ? Parce que la première des limites, qui est une limite de méthodologie, elle est à partir de quand est-ce qu'on fait rentrer une personne ayant un trouble 10 dans une statistique ? On va le voir tout à l'heure, les troubles 10 vont du plus simple au plus complexe. La question, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on commence à faire rentrer les gens dans une case et à les comptabiliser. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui n'ont pas forcément été diagnostiqués et qui, pour autant, ont un trouble 10. Toutes ces personnes-là qui n'ont jamais été diagnostiquées, a fortiori, ne sont pas forcément comptabilisées dans ces chiffres-là. Donc ce chiffre-là, il est approximatif. On estime aujourd'hui 6 à 8% de troubles 10 en général, avec une répartition ensuite par type de troubles 10. Donc on estime aujourd'hui qu'à peu près 4-5% d'une classe d'âge peut avoir une dyslexie, 3% une dyspraxie, 2% une dysphasie. Voilà, ce sont des estimations, mais au moins ça vous donne un ordre de grandeur. Slide suivante. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les troubles 10, un petit détour juste par le cerveau et comment fonctionne le cerveau. Excusez-moi. En gros, dans le cerveau, on a différentes aires, d'accord, des aires cérébrales, qui vont être mobilisées en fonction du type de tâche que l'on doit réaliser. Donc on a des aires qui sont dédiées à l'audition, d'autres à la parole, d'autres qui sont liées au langage. Enfin, voilà, vous avez toutes ces aires-là au sein du cerveau qui vont être mises en action lorsque vous réalisez une tâche. Les tâches qui sont routinières, marcher par exemple, sont réalisées en théorie automatiquement par le cerveau. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant ? Là, je suis en train de me concentrer sur ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de bouger, pour autant en même temps, je ne me concentre pas sur le fait de marcher. C'est-à-dire qu'en gros, mon cerveau gère tout seul, il a libéré de l'espace pour que je puisse, moi, me concentrer sur ce que je vous dis. Si d'un seul coup, devant moi, il y a un obstacle, qu'est-ce que va faire mon cerveau ? Concrètement, je vais devoir gérer l'obstacle qu'il y a devant moi pour ne pas tomber, je vais arrêter de vous parler, en théorie. Je ne pense pas que si je tombe, je vais continuer à vous parler. Pourquoi ? Parce que mon cerveau va reprendre la main, ce qui a été automatisé, du coup on va gérer un incident entre guillemets, et il va se concentrer sur ce qu'il y a de plus urgent à gérer. Donc cette notion d'automatisation, elle est importante, parce que c'est justement ce qui se passe lorsque l'on a un trouble 10, c'est ce défaut d'automatisation que l'on a dans des tâches qui sont routinières, habituelles, quotidiennes. On va y revenir sur chaque trouble 10. Donc le trouble 10, c'est une altération de ces fonctionnements, de ces fonctions cognitives sur des choses très usuelles comme
la marche, comme le geste, comme la lecture, le calcul, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Un exemple très concret là en l'occurrence la dyslexie, pour vous illustrer justement cette altération des fonctions cognitives. Là on a fait un test sur donc, une personne qui est en situation de lecture. Donc ça, c'est l'imagerie du cerveau d'une personne qui est en situation de lecture et qui n'a pas de trouble de l'apprentissage. On constate que cette aire-là s'active lorsqu'elle est en situation de lecture. Cette aire, c'est l'aire de la reconnaissance des mots. Ok, elle s'active. On a fait exactement le même test avec une personne qui est dyslexique et on a constaté que dans une même situation, l'aire ne s'activait pas. Donc, c'est une manière visuelle de vous montrer qu'effectivement, derrière un trouble 10, il y a une question de trouble cognitif, c'est-à-dire là, concrètement, une aire qui devrait s'activer et qui ne s'active pas dans une fonction de lecture. Slide suivante. Il y a deux types d'apprentissage que l'on fait lorsque l'on est enfant. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui relève des apprentissages implicites. Les apprentissages implicites, c'est tout ce que l'on va apprendre de manière naturelle, automatique, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque l'on est enfant, personne ne nous a appris à marcher. Naturellement, on s'est mis à quatre pattes, on a rampé, on s'est levé, on a su faire. Donc ça, c'est tout ce qui relève des apprentissages implicites qu'on dirait innés. On n'a pas besoin de nous apprendre à parler, en théorie. On parle tout seul. Les apprentissages explicites, ça va être tous les apprentissages qui requièrent au contraire, à un moment donné, une démonstration, une explication, un entraînement pour arriver à faire. Donc ces apprentissages-là, ça va être par exemple la lecture, le calcul, qui n'est pas inné. Un exemple, lorsque l'on est enfant, on a naturellement la notion de quantité en tête. C'est-à-dire qu'un enfant va savoir si son sac de billes est plus rempli que celui d'un autre, naturellement. Ou un sac de bonbons. Il saura dire, lui, il en a plus que moi. Par contre, ce qu'il ne saura pas dire naturellement, c'est que dans son sac, il y a 5 bonbons, par exemple, qui s'écrivent avec le chiffre 5. Ça, c'est un apprentissage qui est explicite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il requiert d'être appris, d'être enseigné et de faire l'objet d'entraînement. Donc, en fonction du trouble 10, on va toucher ces deux types d'apprentissage. Soit les apprentissages implicites, enfin soit c'est et ou en fait, parce que souvent c'est et malheureusement, soit les apprentissages implicites, c'est-à-dire l'apprentissage de certains gestes, l'apprentissage du langage, soit des apprentissages explicites, c'est tout ce qui relève des troubles des apprentissages, donc la lecture, le calcul, etc. Slide suivante. Donc dans les troubles 10, on a plusieurs types de troubles. Alors c'est pas exhaustif, là on va juste faire le focus sur quelques troubles. Donc on parle de dyscalculie lorsque on a des difficultés avec le nombre. On parle de dysphasie pour les troubles spécifiques qui sont liés au développement du langage oral. On parle de dyspraxie pour tous les troubles spécifiques du développement moteur et des fonctions visuospatiales. Et on va parler de dyslexie pour les troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit, c'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés à écrire, à lire et à orthographier. Et on va parler aussi de troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc là, ce sont des troubles du processus attentionnel et des fonctions exécutives. On va commencer par la dysphasie. Alors, pour expliquer ce que signifie la dysphasie, il faut faire un détour sur concrètement comment le langage est produit. Comment le langage est produit ? La première étape pour arriver à parler, c'est qu'il faut arriver à identifier des mots. Qu'est-ce qu'un mot ? Un mot, c'est une série de lettres qu'il faut arriver à mettre en ordre pour faire en sorte que ça ait du sens. Ça paraît aller de soi, sauf que parfois ça ne va pas de soi. Ça signifie qu'il faut mettre des lettres ensemble, faire un mot, surtout qu'il faut avoir une mémoire de travail suffisante pour faire en sorte de retenir ce mot et de pouvoir le réutiliser lorsque c'est nécessaire. Ça signifie aussi qu'il faut être en capacité, une fois qu'on a les mots, de les ordonner ensemble, que la phrase ait un sens, que les mots aient un sens pour faire une phrase qui soit cohérente. Et enfin, une fois qu'on a compris ce qu'on nous a dit, il faut pouvoir en réponse produire le discours, c'est-à-dire en gros, en fonction de ce qu'on a envie de dire, de remettre les mots dans l'ordre,
de faire en sorte que ça ait un sens pour que l'autre en face puisse comprendre. Concrètement, il y a donc 2 versants. Un versant, je reçois de l'information, c'est-à-dire qu'il faut que je comprenne ce que l'autre en face me dit. Et l'autre versant, c'est qu'il faut que je puisse répondre et qu'en face, l'autre comprenne ce que moi, je dis. Donc un versant réceptif et un versant expressif. Au-delà de ça, il y a aussi autre chose essentielle pour pouvoir parler, c'est qu'à un moment donné, il faut que ma voix, ma bouche, enfin, l'ensemble de mon système pour produire les sons fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je sache quelle forme je dois donner à ma bouche pour que le son que je veux sortir sorte. Donc il faut que le système de production de la parole fonctionne également. Qu'est-ce qui se passe donc, dans le cadre de la dysphasie? C'est que sur tout ce processus-là, il y a des choses qui dysfonctionnent. Alors sur tout ce processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, donc, le stimulus de base, ça va être donc, quelqu'un qui me parle, qui me dit quelque chose. C'est réceptionné par l'oreille, un organe d'essence quelconque, c'est à chaque fois le même principe. L'oreille traite l'information, envoie l'information sous forme de message nerveux au cerveau. Dans le cerveau, c'est traité par un certain nombre d'aires en fonction de ce qui est sollicité. Donc là, en l'occurrence, on suppose que ce sont les aires de la production du langage et les aires qui sont impliquées dans la compréhension du langage qui sont mobilisées. L'information est envoyée, le cerveau traite l'information et donne une réponse en retour. Lorsque l'on a un trouble qui relève de la dysphasie, on dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'ensemble de ce processus-là. Donc soit qu'à ce niveau-là, l'information ne passe pas correctement, jamais n'est en cause le fait qu'ici, il y a un problème. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on parle de surdité, et là, on est sur complètement autre chose. On considère que dans ces cas-là, systématiquement, l'organe qui perçoit l'information fonctionne très bien. Ce qui est en cause, c'est la façon dont le message arrive au cerveau, c'est le traitement qui se passe là-dedans, et la façon dont l'information est redonnée ensuite. Donc, la dysphasie rend difficile à la fois la compréhension et la production du langage. Il y a plusieurs types de dysphasie, sinon ce serait trop simple. Même ça, c'est synthétisé, donc c'est bien plus complexe que ça encore. Mais en gros, il y a 2 grands types. Une dysphasie qui est réceptive, une dysphasie qui est expressive, ou qui est mixte, c'est-à-dire qui concerne les 2. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'une personne qui va avoir du mal à assembler les mots, à analyser les sons qui arrivent de la personne qui lui parle, va avoir beaucoup de mal à comprendre les phrases, le langage, va avoir du mal à comprendre les énoncés qui sont trop longs, va avoir du mal à comprendre les discours qui n'ont pas d'intonation, les discours fleuves, qui requièrent une énergie vraiment importante pour arriver à comprendre ce qui se dit. La syntaxe peut être difficile à comprendre. Souvent, il y a une question de... les personnes qui ont une dysphasie n'accèdent pas au second degré. C'est-à-dire que le discours est pris toujours au premier degré, l'humour n'est pas forcément compris. Et parfois, dans les formes les plus sévères de dysphasie, la compréhension du langage est quasiment impossible. C'est-à-dire que cela demande de passer par uniquement des images pour arriver à comprendre le discours qui est produit en face. Il y a des outils qui existent, que souvent les orthophonistes d'ailleurs ont, je ne sais pas si vous connaissez le jeu concept, c'est en gros, il faut arriver avec des images, à combiner différentes images pour faire comprendre ce que l'on veut dire. Donc il y a un jeu qui existe comme ça, qui s'appelle Concept, qui est un peu sur le même mode, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que par des images, en désignant des images, il faut arriver à ce qu'on restitue l'idée pour que la personne comprenne. Là, encore une fois, on est dans des cas qui sont très sévères. La dysphasie peut être donc aussi expressive, c'est-à-dire on va avoir du mal à organiser et à produire les mouvements articulatoires qui sont nécessaires pour la production de la parole. On va avoir des difficultés pour séquencer les mots, pour séquencer les phrases. Et puis forcément, il y a des hésitations, les mots qui manquent. Bref, la production du discours n'est absolument pas fluide. Elle est complexe et elle requiert aussi énormément d'énergie parce que la personne doit en permanence se concentrer sur sa capacité à trouver les bons mots, à les mettre
au bon endroit pour faire en sorte qu'elle soit comprise. Dans le cas de dysphasie mixte, en fait, ce sont les deux dysphasies qui sont concernées, c'est-à-dire qu'en gros, à la fois, on a du mal à comprendre et en même temps, on a aussi du mal à s'exprimer. Bon, de fait, quand on est dans le cas d'une dysphasie réceptive, la dysphasie expressive, elle va de soi, dans la mesure où si on a une difficulté à comprendre, de fait, le langage est assez pauvre en restitution également. Tout ça, bien sûr, avec des personnes qui ont une intelligence normale. Il n'y a pas de déficience intellectuelle. C'est un élément qui est très très important et c'est pour ça qu'on parle de fonction cognitive, c'est-à-dire qu'en aucun cas l'intelligence est remise en cause. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de traitement de l'information et non pas une question d'intelligence. Merci pour la précision, effectivement. Donc effectivement, les difficultés auxquelles une personne peut être confrontée, donc par exemple un enfant à l'école, ça va être les difficultés de s'exprimer à l'oral. Ça va être le fait d'être en situation de double tâche. La caractéristique donc, des troubles de l'apprentissage, comme on vient de le voir, si déjà ne serait-ce que de produire une phrase, ça demande une énergie considérable, il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Donc ça veut dire que ce sont des personnes, des enfants ou des personnes qui vont tellement se concentrer sur cette fonction qui pour d'autres en fait est automatisée et ne requiert aucune énergie puisque c'est automatique. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça crée de la fatigue, ça crée peut-être un peu plus de lenteur et ça ne rend pas disponible pour d'autres tâches. En situation de travail ou à l'école, par exemple, ça va vouloir dire quoi? Un élève qui, par exemple, va être interrogé à l'oral, s'il se concentre sur la forme, en fait, c'est très compliqué de restituer aussi le fond. Donc des difficultés de compréhension, des problèmes de mémoire, et surtout, et ça c'est une caractéristique aussi des troubles 10, une des conséquences aussi, c'est les conséquences sociales. C'est que bien souvent, en fonction de la sévérité du trouble, ça n'a pas que des impacts dans l'apprentissage, ça a aussi des impacts dans la relation aux autres, ça a des impacts sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, alors pour plein d'autres raisons, parce que souvent ça crée des situations d'échec et des situations scolaires qui sont extrêmement lourdes et extrêmement problématiques dans certains cas. Donc il y a un impact aussi sur la vie sociale qui est vraiment important. Alors l'INSERM a fait toute une série de petites vidéos qui sont très pédagogiques et qui permettent d'expliquer ce qu'est chaque trouble 10. Donc ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver sur le site de l'INSERM. Ça concerne les enfants. Alors pourquoi? Parce que la recherche aujourd'hui en France sur le sujet est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, elle se concentre beaucoup sur les enfants. Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup d'adultes qui aient des troubles de l'apprentissage. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on s'attache à diagnostiquer beaucoup les enfants. On est très en retard sur les dyslexies ou les troubles 10 qui concernent les adultes. Donc, le matériel qu'on trouve est souvent beaucoup lié aux enfants et assez peu aux adultes, même si ça tend à changer et à se développer. C'est lorsqu'il eut 3 ans que les parents de Léo s'aperçurent qu'il ne parlait pas. Et jusqu'à l'âge de 7 ans, ils avaient même du mal à le comprendre. Pourtant, il avait l'impression que les phrases étaient compréhensibles dans sa tête. Les mots semblaient s'organiser correctement, comme pour les Legos. Mais dès qu'il commençait à parler, catastrophe. Les sons et les mots sortaient dans le désordre, un peu comme une langue lointaine. Arrivé à l'école, il n'arrivait pas toujours à comprendre les autres. Il parlait trop vite, trop fort, ou tous en même temps. Ça ressemblait à de la bouillie de mots. Léo crut qu'il était un extraterrestre, et que la cigogne qui apporte les bébés s'était trompée de planète. Il se demandait même si on ne se moquait pas un peu de lui, mais il s'en fichait. Si c'était un extraterrestre, il avait certainement des super-pouvoirs. C'est alors que Léo rencontra Tina. Elle était jolie, elle venait d'un pays étrange qui s'appelait l'Allemagne. Mais surtout, elle parlait doucement et lentement. Il la comprenait. En plus, elle était comme lui. Elle plaçait les mots dans le désordre et prononçait bizarrement. Ils devinrent amis. Peut-être, se dit Léo, je suis allemand. Il posa alors la question à ses parents, qui l'emmenèrent chez le médecin. Le médecin conseilla qu'on l'emmène chez un médecin des mots. Le médecin des mots dit qu'il était dysphasique. Ni allemand, ni extraterrestre. Léo était un peu déçu. Sûrement n'avait-il pas de super-pouvoir. Le médecin des mots était orthophoniste, et c'était dur à dire. Mais comme Léo le voyait plusieurs fois par semaine, il sut rapidement le prononcer.
Le médecin des mots l'enregistra pour que Léo puisse s'écouter parler. Léo n'aimait pas trop savoir, mais comprit que lui-même n'arrivait pas à se comprendre. Il apprit à s'écouter parler. Le médecin lui apprit aussi à réfléchir plusieurs fois à ce qu'il voulait dire, et à le dire plus simplement et plus lentement. Ces petits trucs, il les apprit à Tina. Ensemble, ils faisaient des progrès. Petit à petit, tout le monde, dans l'école, finit par les comprendre. Ils devinrent amoureux, l'allemande et le dysphasique. Voilà donc une illustration assez claire de ce que peut signifier la dysphasie et des difficultés que cela peut engendrer. Donc là, on a parlé de la dysphasie, maintenant on va parler de la dyspraxie. Alors, pour parler de la dyspraxie, juste un petit détour sur le geste. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous estimez qu'il manque des informations. Le geste, en gros, comment ça se passe pour faire un geste? Concrètement, si je veux prendre mon téléphone, qu'est-ce qui va se passer dans mon cerveau pour prendre mon téléphone? Première étape, il faut que j'ai l'idée. Je veux prendre mon téléphone. Deuxième étape, il faut qu'à un moment donné, je vois mon téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'espace, je vais solliciter ma vue pour voir l'objet. Ensuite, il faut que mon cerveau, ma vue va donner toutes les informations à mon cerveau sur les informations nécessaires, c'est-à-dire en gros où se trouve l'objet. Là, en l'occurrence, l'objet se trouve sur une table, sur un plan plat, à une certaine hauteur. Alors, il y a une certaine pression atmosphérique. Voilà, on va donner toutes ces informations au cerveau, des informations qui sont largement inconscientes, hein, parce que bien heureusement, vous n'êtes pas en permanence en train de calculer quelle est la pression atmosphérique pour engendrer chaque geste que vous faites. La vue va donner ces informations-là à mon cerveau va les traiter, va se dire « Ok, si je veux prendre mon téléphone, quel geste je dois faire ?» Tout ça, c'est traité dans le cerveau, et le cerveau va donner la bonne réponse, qui est de dire, en l'occurrence, je sais à peu près le poids que fait mon téléphone, donc je ne vais pas avoir besoin d'une force phénoménale pour prendre mon téléphone. Je sais à peu près quelle distance je dois faire pour pouvoir prendre mon téléphone. Je sais qu'il faut que je me baisse un petit peu, je n'ai pas forcément à me baisser juste en bas, etc. Donc en gros, si on devait faire l'ensemble de l'enchaînement qui se produit pour pouvoir faire ce geste, ça va être, j'ai le projet de geste, l'intention. J'identifie le but à atteindre, j'analyse ce qu'il y a autour, je planifie, c'est-à-dire qu'en gros, mon cerveau va me dire « Ok, quel est l'ensemble des actions que je dois mener pour prendre mon téléphone ?» Je programme ces actions, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je vais gérer la distance, la force que je dois mettre pour réaliser le geste. Je réalise le geste et je m'ajuste au moment où je réalise le geste. C'est-à-dire que si je me rends compte que finalement je suis un petit peu trop loin, je vais plier les genoux par exemple pour aller atteindre mon téléphone. Tout ça, c'est automatique. C'est-à-dire que vous ne faites pas la réflexion, je prends mon téléphone, j'y passe pas 3 heures et je ne sais même pas, je n'ai même pas conscience de l'ensemble des étapes qui sont traitées par mon cerveau. Ce qui se passe dans le cas d'une dyspraxie, c'est que justement, l'ensemble de ces étapes-là ne vont pas de soi. C'est qu'il y a justement une difficulté dans le processus de gestion de ces étapes-là. La conséquence, c'est que souvent, c'est difficile. Chaque geste, en fait, un geste du quotidien peut être difficile, ne produit pas en général les effets escomptés. C'est-à-dire que parfois, il y a des loupés. C'est-à-dire, par exemple, je vais avoir du mal à prendre mon téléphone, ou en tout cas, je vais le lâcher. On a souvent associé la dyspraxie notamment à de la maladresse, parce qu'effectivement, souvent, le résultat n'est pas à la hauteur de l'intention qu'on a mis et surtout de l'énergie qu'on a mis. Parce que l'ensemble de ces tâches qui, pour certaines personnes qui n'ont pas de dyspraxie, est facile et automatique, elle n'est pas automatique et est complexe pour une personne qui est en situation de dyspraxie. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le même processus, c'est-à-dire qu'il y a un stimulus qui est géré par un organe de la perception. En l'occurrence, là, il y a un message nerveux qui est envoyé dans certaines aires du cerveau. Là, en l'occurrence,
le cortex préfrontal qui planifie les mouvements, le cortex prémoteur qui organise les séquences motrices, et enfin le cortex moteur qui exécute les mouvements spécifiques. Et ensuite, une réponse est donnée aux organes qui sont concernés pour produire le geste, avec donc du coup, dans le cas d'une dyspraxie, parfois le mouvement qui n'est pas conforme à l'intention qui a été donnée en amont. Donc c'est un message nerveux qui est biaisé et qui rend problématique l'exécution du mouvement. Donc en gros, le geste intentionnel ne se réalise pas comme il faudrait, ou comme en tout cas on le voudrait. Et souvent, il est réalisé de manière un peu plus malhabile et fluctuante. Souvent, c'est aussi beaucoup lié à la fatigue. Comme ça demande énormément d'énergie, plus on est fatigué, plus c'est compliqué. Parce que l'énergie que ça mobilise dans le cerveau crée une fatigue qui est accrue. Ça veut dire donc qu'il y a un défaut d'automatisation de ces gestes. Il y a des erreurs qui sont régulières, des situations perpétuelles de double tâche. On en a parlé tout à l'heure pour la dysphasie, c'est le cas aussi pour la dyspraxie. C'est-à-dire que si je dois me concentrer pour réaliser des tâches, parfois même des tâches du quotidien, comme lasser ses chaussures, comme boutonner un manteau, qui relève vraiment d'une tâche complexe, je n'ai pas de place pour autre chose dans mon cerveau. Et si déjà dès le matin, lorsque vous vous levez, vous avez mis toute votre énergie pour lasser vos chaussures, pour boutonner votre manteau, concrètement, à la fin de la journée, le niveau de fatigue est vraiment peut être très compliqué à gérer. Ce qui fait aussi la caractéristique des troubles 10, c'est que souvent, ils ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un trouble 10. Ils sont souvent associés à d'autres troubles 10. Et les enfants et les personnes qui sont en situation de trouble 10, souvent multiplient les troubles. Comme on l'a dit tout à l'heure, de la même façon, ça a forcément un impact sur l'estime de soi, sur la relation aux autres et sur l'ensemble de la vie sociale. Sachant que sur ce trouble-là, il y a des degrés différents, bien évidemment. C'est-à-dire que ça peut aller de la simple difficulté sur un geste précis, sur l'utilisation d'un outil précis, ou juste une lenteur, à une incapacité totale à faire un quelconque mouvement, dans les cas les plus extrêmes. Donc, ça peut concerner soit effectivement de la lenteur jusqu'à l'impossibilité d'exécution des apprentissages moteurs, soit aussi certains types d'activités ou une incapacité totale à produire toute action motrice. Voilà. Donc on a vraiment des échelles très différentes, d'où aussi la nécessité pour que lorsqu'on parle de trouble 10, en fait, on s'attache à comprendre la situation de chaque personne, parce que chaque trouble 10 est différent, chaque personne a des conséquences différentes de sa situation, et lorsqu'on va aller chercher les actions que l'on peut mettre en place pour faciliter la vie des personnes en situation de trouble 10, on va les chercher vraiment au cas par cas et ne pas plaquer des solutions toutes faites parce que finalement, chaque personne a des conséquences qui sont différentes. Donc vous avez ici, par exemple, toute l'étendue des conséquences qu'il peut y avoir dans une situation de dyspraxie, donc avec des conséquences sur la concentration, la communication, sur les capacités d'écoute en classe, sur l'organisation, sur la motricité en général, la coordination, et sur tout ce qui relève de la motricité fine. Souvent, une dyspraxie peut aussi déboucher sur ce qu'on appelle une dysgraphie. Voilà, il y a plein de conséquences qui peuvent être vraiment compliquées en situation professionnelle comme en situation scolaire. Donc pareil, une petite vidéo pour rendre très pratico-pratique la dyspraxie. L'aventure de Gaël commença vers l'âge de 5 ans, lorsqu'il découvrit que le monde était un labyrinthe. Il le comprenait mentalement, mais il n'arrivait pas à s'y orienter. Quand il fallait aller en haut, il allait en bas. Quand il fallait aller à gauche, il allait à droite. Pourtant, il avait l'impression de prendre le bon chemin. Mais à chaque fois, il se retrouvait perdu. Il ne cessait de déchirer ses t-shirts ou de tacher ses vêtements en mangeant. « Enfant maladroit et distrait », lui disait-on. Et pourtant, pour faire attention, il faisait attention. Il s'approchait des objets à pas de loup, tendant délicatement la main vers la gauche pour attraper une tasse, et la
Là, brusquement, sa main prenait vie, bifurquait vers la droite, tournait violemment vers la gauche, heurtait l'objet qui se brisait sur le sol. Et ce n'étaient pas les seuls mauvais tours que lui jouait sa main. Le jour où il se mit à dessiner sa première lettre, on lui expliqua. Tu fais un rond de droite à gauche, ensuite tu vas vers le bas, puis tu fais une boucle vers la droite. Eh bien non, cette maudite main droite n'en faisait qu'à sa tête. Essai, après essai, après essai. C'en était assez, elles étaient devenues ses ennemies. Alors, il leur déclara la guerre. Avec son psychomotricien, la bataille fut âpre, longue et difficile. Mais il finit par les mater. À la gauche, il mit un bracelet rouge. À la droite, un bracelet vert. Comme cela, il pouvait savoir en permanence où elle se trouvait. Il arrivait encore de temps à autre, quand il était fatigué, qu'elle lui joue des tours. Mettre son pull à l'envers, par exemple. Mais à force de travail et de concentration, de beaucoup de travail et de beaucoup de concentration, mais aussi un peu d'organisation, tout se passait mieux. L'écriture était bien sûr toujours presque impossible. Le psychomotricien eut alors une idée. Il donna à Gaël un ordinateur. Ainsi, l'écriture n'était plus un problème. Les lettres étaient bien dessinées et les lignes ne partaient plus de travers. Le bonheur que c'était pour Gaël quand toute chose était organisée et à sa place. Donc, comme on le voit dans la vidéo, il y a certains types de compensation, là en l'occurrence d'avoir un ordinateur, qui sont parfois juste nécessaires pour qu'une scolarité ou une situation professionnelle soit possible. Là, notamment dans le cas de la dyspraxie, clairement, ça simplifie la vie que d'avoir des outils qui permettent de contourner les difficultés qui peuvent être rencontrées au quotidien. Dyscalculie. Alors, dans le cas de la dyscalculie, donc comme on l'avait dit au départ, en gros, un enfant, de manière innée, sait à peu près évaluer les quantités. Donc effectivement, un sachet de bonbons, on va savoir si le copain il a plus de bonbons que soi ou pas. Ça, on sait dire assez rapidement, assez facilement. Par contre, l'ensemble des autres tâches associées aux chiffres sont des tâches qui sont apprises. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que ça requiert d'apprendre que de faire par exemple un 2 plus 2 ? En gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir apprendre à un moment donné les mots. Les mots, c'est quoi ? C'est 1, 2, 3. À la base, ce sont des mots. Donc il faut déjà apprendre les mots. Il faut apprendre le fait que ça se dit dans un certain ordre. 1, 2, 3, 4, 5, la fameuse comptine. 1, 2, 3, 4, 5, et puis toute la série. Avec toutes les irrégularités que ça comporte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive à 10, c'est pas 10, 1, 10, 2, 10, 3, c'est 11, 12, 13. Bon. Donc ça, il faut déjà l'apprendre. Il faut comprendre qu'il y a un ordre. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, il faut arriver à le relier avec la réalité que c'est censé décrire. C'est-à-dire, en gros, que lorsque j'ai ça et ça, déjà d'une, quand je dis 1, je ne désigne pas le téléphone. Je désigne la quantité. Ça, déjà, ça s'apprend. Quand je dis 2, je ne désigne pas la bouteille, je désigne l'ensemble de la bouteille et du téléphone. Ça aussi, ça s'apprend. Une fois qu'on a compris ça, ensuite, il faut apprendre le plus 2. Il faut apprendre que sur le mot 2, je vais l'écrire de cette façon. Il faut apprendre à relier les faits entre eux. Donc tout ça, c'est une série de choses qui s'apprennent au fur et à mesure et qui sont nécessaires
pour réaliser une opération. Une fois qu'on a compris que 2 plus 2, c'était une opération, qu'on a compris le signe plus, il faut ensuite connaître le résultat. Et ensuite, il faut apprendre à les poser. Une multiplication, il faut apprendre à poser les chiffres en haut, en bas, et mettre le résultat encore en bas. Donc avoir une vision spatiale du chiffre. Et bien tout ça, ça peut poser problème. Alors pas tout ensemble, quoi que si parfois, mais ça peut poser problème dans le cadre d'une dyscalculie. Donc, dans le cadre d'une dyscalculie, là, on a effectivement le premier stimulus, ça va être la notion de chiffre, qui souvent n'a pas de sens, qui est perçue par l'œil et qui renvoie des informations erronées, ou en tout cas qui génère un traitement erroné dans l'ensemble des aires qui sont liées au calcul, en tout cas aux chiffres. Donc ça renvoie à tout ce qui relève du langage expressif, ça relève de tout ce qui relève de l'écriture des nombres, de la coordination motrice, de l'association du nombre à la quantité, de l'association du son, c'est-à-dire du symbole au sens que ça doit générer, et de la compréhension du langage et des problèmes d'énoncé. Et ça donne une réponse biaisée. C'est-à-dire que concrètement, dans le cas de la dyscalculie, alors il y a plein de dyscalculies différentes, le chiffre n'a pas forcément de sens. Ça veut dire que concrètement, si on vous dit 200 grammes de, je sais pas, de farine, ça peut ne pas avoir de sens. Donc l'impact au quotidien, il est important. La dyscalculie, elle peut être numérale, arithmétique, procédurale, spatiale. Il y a plein de dyscalculies différentes. Certains peuvent avoir juste des difficultés à réaliser des opérations. Pour certains, le chiffre a du sens. Pour d'autres, il n'a aucun sens. Pour certains, ce qui est compliqué, c'est la mémoire qui est associée à l'opération. Donc retenir l'étape de multiplication est un vrai calvaire. Il y a plein de dyscalculies différentes. Dans tous les cas, ce qui est compliqué, c'est le rapport au nombre. Donc, les conséquences, clairement, elles sont, dans les cas des apprentissages scolaires, les conséquences sur tout ce qui relève du calcul, des mathématiques, etc., elles sont très importantes, mais aussi de la vie quotidienne, parce qu'on utilise les chiffres en permanence. Donc, dans les cas les plus sévères, lorsque le chiffre n'a pas de sens, utiliser des quantités, le rapport au temps est compliqué, le rapport à l'espace, du coup, est compliqué. Il y a des conséquences qui peuvent rendre la vie quotidienne très, très difficile. Slide suivante. Donc en gros, sur les conséquences qu'on peut lister, donc mémoriser les opérations relève de la difficulté, comprendre ce qu'est un nombre, s'orienter dans l'espace. Vous avez ici l'ensemble des conséquences qu'on peut trouver. Donc l'aspect chronologique est aussi difficile. Positionner les chiffres dans l'espace peut être compliqué. Donc tout ce qui relève du comptage, de l'arithmétique, de la mémoire liée aux chiffres, de tout ce qui relève du spatio-temporel. Donc la difficulté à lire l'heure notamment, et à prendre même les concepts, puisque forcément si le chiffre n'a pas de sens, le concept d'heure il est problématique parfois à appréhender, et tout ce qui relève de la manipulation de l'argent et de la monnaie peut être aussi une difficulté. Dyslexie, alors c'est celle qu'on connaît le plus et dont on a le plus entendu parler en général. Il se trouve que c'est aussi, alors c'est corrélé, hein, c'est celui que la recherche a le plus investi jusqu'à présent, même si l'ensemble des autres troubles dys commencent à être un peu plus étayés par la recherche. Il se trouve que c'est quand même la dyslexie qui a le plus fait l'objet de recherche, même si encore une fois, par rapport à d'autres pays comme le Canada notamment, on est quand même plutôt en retard en France sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la dyslexie ? C'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on a des graphèmes qui ressemblent à des lettres. Ces lettres, il faut les ordonner. Alors, il faut associer un son à la lettre. Il faut les ordonner pour que ça fasse un mot. Il faut reconnaître le mot. Ce mot-là, une fois qu'il est mis dans une phrase, il faut reconnaître que la combinaison de ces mots dans la phrase, ça veut dire quelque chose de précis. Et ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça, il faut arriver à produire le langage écrit, c'est-à-dire remettre les mots dans l'ordre, réassocier le son à de l'écriture, pour faire en sorte de restituer ce que l'on a entendu ou pour arriver à lire. Donc de la même façon, on a l'œil qui perçoit une information, un message nerveux qui est envoyé à l'aire visuelle, qui est concerné par la lecture et l'écriture,
Et comme dans la mesure où ce qui ne fonctionne pas, c'est l'ensemble du processus, c'est certaines étapes du processus cognitif, ça aboutit à une lecture qui peut être biaisée ou qui peut être extrêmement complexe. Donc les difficultés qui se posent quant à la dyslexie, elle se fait sur l'association entre les lettres et les mots, elle se fait sur la difficulté à identifier les lettres et sur le fait de coder l'emplacement des lettres dans le mot. Sachant que souvent, ce qui peut se passer, c'est que lorsque l'on identifie des lettres dans le mot, la place de la lettre dans le mot n'est pas toujours stable. C'est-à-dire que parfois, visuellement, ça peut bouger. Donc il y a une réelle complexité à assembler les lettres et à lire et ensuite à écrire. Sur les conséquences, donc il y a différents types de dyslexie. Elle peut être soit phonologique, c'est-à-dire qu'en gros, le problème va beaucoup se poser pour les mots nouveaux. Elle peut être juste située sur les mots irréguliers. Elle peut être située sur la difficulté à traiter le mot dans son ensemble ou à reconnaître les mots. Donc il y a plusieurs types de difficultés qui sont associées ou non sur la dyslexie, sur les troubles dys en général. Sur les conséquences, du coup, on va avoir des difficultés à lire. On va avoir une lenteur. On va avoir une problématique de déchiffrage des mots qui est complexe, des difficultés à recopier, par exemple. Pour une personne qui est dyslexique, la prise de notes est complexe. Elle peut être simplifiée par notamment l'utilisation d'un ordinateur. On peut avoir des difficultés à épeler, se souvenir de l'orthographe des mots, la difficulté à entendre les sons, confondre les syllabes qui sont proches. Avoir des difficultés notamment sur l'écoute, ça demande tellement d'énergie que de devoir écouter et analyser ce qui se dit et de comprendre que dès lors qu'il y a un parasitage sonore qui est important, alors là ça relève de l'exploit. Des difficultés derrière à trouver le bon mot, un manque de mots, un vocabulaire qui est peut-être qui est parfois un petit peu moins riche qu'il ne devrait être. La difficulté à partir d'une page blanche, lorsqu'il faut produire un texte, à l'école une dissertation, ça relève vraiment une grosse difficulté. Et tout ce qui relève également des séquences type numéro de téléphone, date, alphabet, etc., qui peuvent être problématiques. Alex a toujours aimé les animaux. Comme une naturaliste, elle les classait, apprenant à reconnaître leurs différences et leurs points communs. Un zèbre sans rayures était un cheval, et un cheval avec un long cou, une girafe. À l'arrivée au CP, elle découvrit une autre jungle foisonnante et compliquée, peuplée de centaines d'animaux étranges. Les lettres, les syllabes, les consonnes, les accents, qui avaient chacun une forme, un son. Cette jungle bruyante changeait tout le temps. Il y avait des lettres qui se ressemblaient beaucoup et d'autres pas du tout. Les B avec leurs boucles vers la droite et leurs pieds vers le haut, les Q avec leurs boucles vers la gauche et leurs pieds vers le bas, les H qui faisaient un petit pont à la fin, les K presque pareils mais avec une boucle en plus. Et il y avait aussi les syllabes, ces grands animaux faits de lettres. Certaines produisaient exactement le même bruit. Un feu par-ci, un feu par-là, ou encore ce feu-là. Puis, il y avait ceux qui faisaient presque les mêmes sons. Les lait et les laits, mais qui ne se dessinaient pas pareil, à cause de leur chapeau. En plus, ces syllabes s'associaient pour devenir des mots. Un thé, plus un lait, plus un vi, plus un zion, faisait une télévision. À moins que ce soit une télévision. Enfin, Alex aimait la regarder. C'était beaucoup plus facile que les livres. Heureusement, il y avait une reine de la jungle. C'était la maîtresse. Elle connaissait tous les animaux et leurs bruits. Elle expliquait à tout le monde comment s'y repérer. La plupart de ses camarades commençaient à bien lire les sons et même à les écrire. Mais pour Alex, c'était plus dur. Les bruits allaient trop vite. Sa maîtresse essayait bien de l'aider. Seulement, Alex avait toujours du mal à les différencier. À l'oral, pourtant, les sons et les lettres se mettaient bien en ordre, à la queue leu bien facilement. Mais quand il fallait les lire, c'était une autre histoire. Les lignes qu'il fallait suivre, les syllabes qui se mélangeaient. Les autres enfants riaient. Ça voulait rien dire. Et Alex, elle, ne comprenait pas bien pourquoi. Mais le pire, c'était les dictées.
il fallait en même temps dessiner toutes les lettres. Savoir quel bruit s'écrivait comment, où s'arrêtait un mot, repérer les lettres muettes, tout écouter en écrivant, réfléchir si c'était bien écrit, puis aller très vite, parce qu'une nouvelle phrase arrivait. Bref, elle était perdue. Et un mot qui était mal écrit avait une faute d'orthographe, soit un -1, et 20 - 1 devenait un 0. C'est ainsi qu'Alex apprit la soustraction et les nombres négatifs avant tout le monde, parce que les chiffres, eux, ne lui mentaient pas. Alors la décision fut prise avec ses parents et la maîtresse. Il fallait dresser toutes ces lettres et tous ces sons. Pas toute seule, bien sûr, mais avec l'aide d'un dresseur de lettres professionnel, l'orthophoniste. C'était un bon connaisseur de la jungle et de ses recoins. L'orthophoniste capturait un mot. Alex devait compter ses syllabes, comme on compte des rayures. Puis, elle devait enlever une rayure pour prononcer ce qui restait. Puis il capturait un autre mot. Alex devait enlever la première lettre et reprononcer, ce qui était plus difficile. Mais elle comprit que le cra contenait 2 sons au lieu d'un, le cr et le ra. Tout cela lui demandait beaucoup de concentration et d'effort. Mais petit à petit, cette jungle hostile devint plus familière. Elle put observer de plus près la dangereuse famille des feux. Même si, quand elle était fatiguée, elle pouvait encore la confondre avec la paisible famille des vœux. Car fallait faire attention, les fautes d'orthographe n'étaient jamais très loin. Un peu aussi à cause de sa grand-mère. Non pas celle qui est gentille, celle qui est bête et méchante. Alors, comme je le disais au départ, hein, les troubles 10 sont des troubles qui sont durables. Ça veut dire que quand bien même il y a des prises en charge qui sont faites, donc que ce soit par des orthophonistes, des psychomotriciens, etc., c'est un trouble qui persiste à l'âge adulte. Hein. C'est pas parce qu'il y a une prise en charge que d'un seul coup il n'y a plus de troubles 10. Souvent, c'est important parce que souvent, ce qui se passe lorsqu'il y a des déménagements, notamment dans les environnements scolaires, c'est qu'on met en place l'aménagement, puis on dit ah bah ça se passe bien, la personne a des bonnes notes, donc du coup on enlève l'aménagement puisqu'il n'y a plus de problème. Bah non, sauf que si ça se passe bien, c'est parce qu'il y a un aménagement. Et donc souvent ce raisonnement, malheureusement, il est fréquent parce qu'on a l'impression que du coup on a mis en place des choses, un accompagnement, du coup il y a des aménagements, ah du coup il n'y a plus de trouble 10. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est bien un trouble durable qui perdure dans le temps. Un aménagement peut permettre effectivement de simplifier la vie quotidienne dans les apprentissages scolaires et dans le travail, mais si on les enlève, ça marche plus concrètement. Et enfin, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc la difficulté, donc c'est vraiment de contrôler tout ce qui relève de l'impulsivité, des comportements, la capacité à écouter et d'écouter sur un temps long. Et ça peut souvent ça s'observe sur des tâches qui surchargent la capacité attentionnelle de la personne. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un espèce de seuil et puis au-delà ça ne fonctionne plus. Donc en gros il y a trois grandes conséquences qui sont associées. Sur le volet inattention, ça va être vraiment la difficulté à être dans du détail. Tout ce qui relève vraiment d'une attention... Pardon. Oui, c'était celle du début, en fait. Tout ça. Ouais, d'accord. C'est pas grave, vous l'aurez 10 fois sur votre téléphone. Oui, une attention au détail, parce que forcément, si la difficulté c'est l'attention, le détail demande une énergie supplémentaire, une attention supplémentaire. Donc on va avoir du mal à se concentrer sur les détails, aller jusqu'au bout des choses. Une faute d'ailleurs. Aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire lorsque les tâches sont longues et demandent beaucoup d'énergie, aller jusqu'au bout, c'est choses très compliquées, voire impossibles.
d'être dans une situation d'écoute qui est soutenue, un effort soutenu, d'organiser son travail. Les personnes qui vont avoir un trouble de l'attention vont souvent être très désorganisées. Séquencer les tâches, les organiser dans le temps et ensuite les hiérarchiser, ce sont des choses qui ne vont pas de soi et qui sont complexes, voire qui sont impossibles pour une personne qui a un trouble de l'attention. La distraction, forcément, et dans la vie quotidienne, c'est un certain nombre d'oublis permanents. Sur le volet hyperactivité, alors il n'est pas tout le temps présent lorsqu'on a un trouble de l'attention. Donc ça veut dire vraiment physiquement de constater l'impatience, c'est-à-dire de ne pas pouvoir rester assis. Ça va être des personnes qui ont besoin de se lever tout le temps, de bouger tout le temps. Parfois, lorsqu'il y a des réunions qui n'en finissent plus, vous voyez des collègues qui se lèvent régulièrement pour aller prendre de l'eau parce qu'ils ont besoin de bouger, qui ne peuvent pas forcément réfréner. Le fait d'être toujours dans l'action, mais de l'être de manière excessive, en fait, de ne pas arriver à se poser et de parler excessivement. Et enfin, un volet impulsivité qui va être marqué vraiment par de l'impatience, on coupe un petit peu la parole à tout le monde parce qu'on n'a pas la patience d'attendre la fin de la réponse. Et puis, interrompre les autres. Voilà, vraiment de tout ce qui relève du comportement et de l'impatience en général. Depuis l'âge de 2 ans, Max n'a jamais su tenir en place. À la crèche, c'était déjà le seul à escalader, à grimper partout. À courir tout le temps. Infatigable, disait-on. Malgré son agilité, on comptait des bobos tous les jours. Enfant turbulent, Max se voyait comme un héros, courageux, plein de force. Les repas ressemblaient parfois à la guerre. Mitraillette petit pois, catapulte à purée, rafale de pommes de terre, enfin victorieux. En réalité, pas toujours. Les vrais problèmes de Max sont arrivés en classe vers l'âge de 6 ans. Il avait du mal à se concentrer sur les exercices. Passer un quart d'heure sans bouger, les secondes devenaient des minutes, les minutes des heures, les heures des siècles, et les consignes de la maîtresse le lointain chant des oiseaux. Alors, le crayon tombait, le stylo volait, la chaise se renversait et la table finissait par terre. Apothéose, la règle en fer tombait et la maîtresse criait. Max devait sortir de la classe. Ce n'est pas possible. Max est insupportable. Il faut que vous fassiez quelque chose, sinon on ne va pas pouvoir le garder. Alors ils ont fait quelque chose. Ils ont vu des spécialistes. 1 psy, 2 psys, 3 psys, 4 psys, qui n'étaient pas du tout d'accord. « Il doit apprendre à se relaxer », disait l'un. « Il a besoin d'un traitement », disait l'autre. « Mais le problème, c'est peut-être vous. » Ou encore, « Il manque juste de motivation, ça va passer. » Et un jour, à l'hôpital, un diagnostic est tombé. Max est hyperactif. C'est pour ça que sa concentration lui joue des tours, il n'y est pour rien. Expliquèrent docteurs et psychologues. Pour l'aider en attendant que ça aille mieux, on lui a prescrit Riton. Riton ? C'est le nom de code que Max a donné à son médicament pour que personne ne connaisse son existence. Comme un agent secret. Les premiers temps, Riton a beaucoup aidé Max à se concentrer. La maîtresse a tout de suite vu la différence. Et son bulletin de notes aussi. Riton le suivait partout, en classe comme à la cantine. L'agent Riton était efficace. Peut-être même trop. Car elle a fini par prendre beaucoup de place. Et la nuit, il empêchait parfois Max de dormir. Alors Max prit une décision. Il décora Riton pour service rendu. Et on le renvoya à l'école des Ritons. Pour compenser, on mit en place à la maison un système de récompense et de punition. Quand Max se comportait bien, il était décoré. Et sinon, on lui enlevait des médailles. Ses parents aussi devaient faire des efforts pour ne pas s'énerver contre lui et pour ne pas oublier de lui dire quand il faisait les choses bien. On était loin de la pluie de médailles, mais quand même, ça allait mieux à la maison. Mais l'école ne voulut plus de Max sans Riton. Et il dut en changer. Dans cette nouvelle école, on fit attention dès le début.
On mit en place le même système de récompense et de punition qu'à la maison. Max était toujours placé devant la maîtresse. On essayait aussi de ne pas lui donner trop de consignes à la fois. Et quand il en avait besoin, il pouvait même sortir de 3 minutes. La maîtresse trouvait plein de trucs pour l'aider, comme un code secret, rien qu'entre deux, pour que Max fasse des efforts. Et tous les mardis, après l'école, Max allait voir un psychologue pour apprendre à réfléchir avant d'agir. Quand tu n'en peux plus, compte jusqu'à 10. Mais aussi pour ne pas être triste quand il avait des notes moins fortes que les autres. Grâce à tout ça, Max va beaucoup mieux. Et dans son école, il n'est plus question de le renvoyer. Il est même devenu indispensable pour vérifier après la classe que personne n'a rien oublié sous les tables. Et comme ça, il n'oublie plus les siennes. Encore un petit truc du psy. Et puis Riton, pendant ce temps-là, il se dort la pilule aux Bahamas. Alors, au-delà de la notion d'hyperactivité, ce que vous voyez aussi dans ces vidéos, c'est que souvent, ce qui déclenche la prise en charge, c'est la sanction de l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est parce que ça va pas à l'école, c'est parce que, on l'a vu dans le cas de la dyslexie avant, c'est parce qu'il y a des zéros pointés en permanence avec des choses très rouges. Ce qui veut dire aussi que souvent, pour les enfants, lorsque on commence à penser à consulter quelqu'un sur ce sujet-là, c'est qu'avant, il y a eu tout un parcours d'échecs, de situations négatives, de gens autour de l'enfant qui comprennent pas forcément, et donc des choses qui sont très difficiles à porter et qui laissent une trace aussi après. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que c'est un impact sur l'estime de soi, ça en est aussi un petit peu la raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant de dire il faut peut-être prendre en charge, il y a eu toute une série d'échecs, toute une série de zéros pointés, de choses qui peuvent être extrêmement violentes symboliquement et qui laissent des traces sur les parcours des enfants. La deuxième chose, c'est, vous avez vu de manière humoristique le fait que là, en l'occurrence, l'enfant avait consulté plusieurs psys qui n'étaient pas d'accord. Malheureusement, ça aussi, c'est une réalité, c'est-à-dire que arriver à un diagnostic, parfois, ça relève du parcours du combattant. Ce sont des situations qui ne sont pas simples et qui traînent en longueur, parfois beaucoup. Puis une fois que le diagnostic est tombé, la prise en charge derrière, c'est-à-dire aller chez le psychomote, chez le psychomotricien, chez l'orthophoniste, chez tout plein de spécialistes, ça aussi, c'est un vrai parcours du combattant pour les familles, pour l'enfant lui-même, bien sûr, qui n'est pas neutre sur le rapport aussi à son trouble de l'apprentissage. Alors, en fait, souvent, ce qu'ont fait les adultes, c'est qu'ils ont des stratégies de compensation parce qu'ils n'ont pas forcément été diagnostiqués. Donc, souvent, ils ont mis en place des choses pour essayer de passer outre la difficulté. Alors, là-dessus, il n'y a pas forcément un consensus. C'est-à-dire que certains disent que ça ne vaut pas la peine de se faire diagnostiquer parce que finalement, entre guillemets, c'est trop tard. D'autres disent que si, ça mange pas de pain que d'aller se faire diagnostiquer. En fait, tout dépend de la situation de la personne et tout dépend de la difficulté à laquelle elle est confrontée. Si elle a mis en place dans la situation de travail des compensations elle-même qui ne la fatiguent pas trop et qui font que ça roule, bon. Si par contre c'est une vraie difficulté et qu'il y a une situation qui peut être très handicapante, là oui, il faut aller se faire diagnostiquer. Mais le problème, c'est que sur les troubles de l'apprentissage, on parle de choses tellement différentes en fonction des situations que finalement chaque situation requiert d'être analysée pour se caler et surtout pas calquer en fait des réponses toutes faites. Il y a des outils. Ça va être, on l'a vu, je ne sais plus si c'est cette vidéo-là ou celle d'avant, par exemple, sur la manière de donner des consignes, par exemple. C'est des choses qui peuvent être toutes bêtes, mais qui sont très importantes. La façon dont on donne les consignes lorsque un responsable ou une responsable va donner les consignes à son équipe, ça peut avoir un impact. Le fait de diffuser de l'information de plein de façons différentes, notamment de faire des choses plus visuelles, de limiter les écrits, je ne sais pas, dans les échanges de mails, de ne pas faire des phrases à rallonge. Il y a des choses qui relèvent plutôt du management, d'ailleurs, qui peuvent être faites, qui sont simples et qui peuvent simplifier la vie dans certains types de troubles 10. C'est des logiciels aussi, notamment pour la dyslexie, ça peut être de la reconnaissance vocale. Vous courez après pourquoi? Pour quelle raison?
il y a... Ouais. Par enregistrement, si vous avez des problèmes pour avoir des logiciels de reconnaissance vocale, est-ce que les personnes ne peuvent pas passer par de l'oral? C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des mails, elles peuvent enregistrer ce qu'elles ont et elles peuvent envoyer un enregistrement. Et il y a des logiciels gratuits. C'est la sévérité qui fait que c'est reconnu ou pas? Ouais, alors il y a des troubles comme la dyspraxie qui sont reconnus comme un handicap, et par contre la dyslexie c'est plus difficile. Et il faut vraiment un dyslexique sévère pour pouvoir avoir une reconnaissance handicap. C'est donc la sévérité qui fait... Oui, mais même un dyspraxique léger peut avoir une reconnaissance handicap. C'est pas vrai pour un dyslexique. Attendez, il y a une question juste en haut, et puis après je vous donne la parole. Par exemple, il faut toujours écouter les professeurs et après il faut faire un travail. Parce que si on a une bonne note et on peut avoir les cadeaux, moi je dis les gens qu'il faut bien écouter les adultes. Bah oui. Effectivement. Oui, donc vous disiez. Oui, monsieur demandait si c'était important d'avoir un diagnostic quand on était adulte. Et moi, je pense que c'est important. C'est important aussi pour soi, pour savoir en fait ce qu'on a. Parce que, bon, on peut aller sur le net maintenant et dire, ah, bah, je suis peut-être dyslexique. On a vu dans la présentation qui a été faite qu'il y a beaucoup de troubles qui se retrouvent dans les différentes listes qui ont été écrites. Donc, ça rend le diagnostic parfois plus difficile. On peut croire qu'on est dyscalculique et finalement on est dyspraxique visuospatiale. Et ça c'est important aussi pour, dans l'environnement professionnel, pouvoir mettre les bons aménagements et les bonnes compensations. Donc en tant qu'employeur, ça permet de mieux aider, de mieux accompagner la personne quand on sait exactement de quoi elle souffre. Sachant qu'il faut avoir conscience aussi que souvent le milieu médical ne pousse pas forcément pour qu'il y ait un diagnostic de fait, et que parfois il faut négocier pour qu'il y ait un diagnostic et que c'est pas une évidence en soi, pour les adultes en tout cas. Oui, parce qu'il y a peu de professionnels de santé qui se tournent vers les adultes. Comme on l'a vu, il y a beaucoup à faire avec les enfants déjà. Je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Oui, ça on va passer parce qu'on va... Voilà, donc simplement pour terminer, donc ce qu'il y a à retenir, c'est que les troubles 10 sont des troubles cognitifs spécifiques, que les causes peuvent être multiples. Aujourd'hui, comme la recherche n'est pas forcément très avancée sur le sujet, on avance des hypothèses qui ne sont pas forcément stabilisées encore aujourd'hui. Les troubles sont durables, on l'a dit. Les troubles ont des degrés différents de sévérité, du très simple au extrêmement complexe et à la situation de handicap complexe. Ils peuvent être multiples, comme on vient de le dire. Ils ont dans tous les cas un impact fort sur le parcours de vie, la scolarité, le parcours professionnel. Et effectivement, il peut amener à une reconnaissance du handicap. Je vais vous demander juste de mettre la dernière slide parce que je vois que l'heure tourne. Donc concrètement, que faire? Donc effectivement, il y a tout un tas d'aménagements qui peuvent être mis en place et qui simplifient la vie. Alors souvent, ça va être donc par exemple pour les personnes dyslexiques, ça va être faire attention ne serait-ce qu'à la typographie qui est utilisée. C'est-à-dire qu'il y a des typographies qui rendent plus compliqué la lecture que d'autres. Ça, c'est quelque chose de très simple. Il y a des logiciels qui existent. Enfin, il y a des manières détournées en fait de pouvoir transmettre l'information de manière différente pour faire en sorte que ça simplifie la vie aux personnes qui sont concernées. Ça va être de passer vraiment beaucoup par le visuel, donc par exemple pour le rapport au temps, passer par des timers, de passer par des manières, du mind mapping beaucoup, enfin d'avoir des choses vraiment très visuelles qui permettent un peu de passer outre, de contourner la problématique de l'écrit. Vous pouvez passer s'il vous plaît sur la toute dernière. Voilà. Et juste pour terminer, quel est leur point commun d'après vous à tous ces... Ouais, ils ont tous un trouble 10. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que, on peut réussir sa vie si on a un trouble 10. Et que 2, Agatha Christie qui a une dyslexie. On voit bien que, en aucun cas l'intelligence est impactée.
Sinon, un Albert Einstein aurait un peu du mal à être connu. Et de deux, même dans le cas par exemple d'Agatha Christie, même si on a dyslexie, on peut être une très grande écrivaine. Ça ne pose aucun problème. Donc tout simplement, c'est une dernière note pour vous dire qu'en gros, la meilleure attitude à avoir vis-à-vis d'une personne qui a un trouble 10, c'est déjà d'être bienveillant ou bienveillante. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on peut constater des lenteurs, on peut constater des difficultés à traiter l'information parce que ce sont des personnes qui traitent l'information de manière différente. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du fond derrière. Donc le premier des réflexes, c'est 1, d'être bienveillant, 2, d'être à l'écoute, c'est-à-dire que chacun a des conséquences différentes de son trouble 10 et par conséquent d'essayer de trouver des compensations à la situation de chacun.